Alors, on a eu plein de choses ce matin, depuis ce matin, l'industrie décarbonée, la finance durable, les leaders, l'IA. Place à la ville de demain. C'est un sujet important. On a une table ronde où on va traiter de 2 sujets dans la ville de demain, le bâti et la mobilité. On va essayer de le faire peut-être en 2 parties, parce que 2 parties un peu restreintes, mais on va le faire, on va voir l'interaction qu'on peut faire entre les deux. Je vais vous présenter cette belle table ronde, très, très bien garnie. Je propose, monsieur Olivier Saleron, de commencer cette table ronde avec peut-être des chiffres qui sont peut-être pas si encourageants que ça, sur la Fédération du bâtiment, un état des lieux. Alors, où on en est, ville de demain, état des lieux actuellement, on sait quand même qu'il y a une petite crise du logement et tout, mais il y a aussi des rénovations énergétiques. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire une image à l'instant T? Alors, une image à l'instant T, la conjoncture du bâtiment, ça va être assez simple. Jusqu'à fin 2023, eh bien, le bâtiment se porte plutôt bien, les entreprises aussi ont des résultats corrects, mais des alertes très précises sur le déficit de permis de construire depuis plus de 2 ans nous ont amené à prévoir, eh bien, il faut le dire aujourd'hui, une catastrophe construction neuve, à la fois sur la maison individuelle, mais aussi surtout le collectif. Dès début 2024, eh bien, ça y est, nous y sommes. Donc malheureusement, avec tout ce que l'on a pu, on va en parler sûrement en recherche et développement, en intelligence artificielle, en bâtiments connectés, tout ce qu'on a pu, nous aussi, dans nos fédérations et sur la Fédération française du bâtiment actuellement, toutes ces réflexions, tout cet engagement que l'on a pu mettre dans ces quartiers, cette ville de demain, ces régions de demain, eh bien, sont mises à mal aujourd'hui, nous le savons, puisque sur 30% de nos constructions neuves de logements, eh bien, il y a un déficit chronique de permis de construire aux environs de 50%, de la moitié. Donc on va perdre quasiment 50% de construction. Nous sommes présents aujourd'hui, d'ailleurs, ce week-end, à l'intelligence artificielle World, WAI, à Cannes, où on était membre d'honneur l'an dernier, on intervient cette année. Et donc, c'est pour vous dire aussi l'engagement des fédérations, que l'on ne voit pas souvent, quelquefois, eh bien, la caricature du bâtiment, c'est un peu poussiéreux, c'est un peu conservatiste. Eh bien, non. Voilà, donc ce coup d'arrêt en fait sur le logement neuf, malheureusement, va aussi mettre un genou à terre à certaines entreprises qui avaient déjà pris un coup d'avance, un temps d'avance sur la réalisation de tout ce qui peut être novateur, à la fois, bien sûr, en construction, mais à la fois ensuite en gestion patrimoniale, mais aussi des énergies surtout. Vous étiez très précurseur, hein, il y avait vraiment des avancées. Nous sommes... Alors, vous êtes encore, on ne va pas parler au passé, excusez-moi. Nous sommes encore, et heureusement, parce que, bien sûr, après des crises, et là, des crises du logement, je ne vais pas vous faire ce que je fais en ce moment au niveau politique, mais eh bien, il y aura un rebond forcément, puisque la démographie le demande, les habitudes de logement des Français le demandent aussi, et puis voilà, on veut vivre dans des logements non seulement abordables, mais avec tous les services, et puis énergétiquement, j'allais dire... économe, vertueux. Donc là-dessus, il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, malheureusement, le neuf va plutôt mal, très mal. En revanche, et je terminerai par là, la rénovation énergétique, il y a 4 800, qu'est-ce que je dis 4,8 millions, 4,8 millions logements qui sont déclarés en passoire thermique. Donc évidemment, pendant ces 10-20 prochaines années, il va falloir travailler dessus. Alors, on a aujourd'hui un problème de financement public, on le sait. Donc, il va falloir être beaucoup plus malin. Et là, on parle oui, à un moment donné, il faut parler de pécuniaire et de gros sous. Donc, il va falloir aussi investir. Sinon, on prendrait du retard sur notre objectif, nous aussi à la Fédération du bâtiment, c'est-à-dire d'arriver à 2050, voilà, avec des bâtiments vertueux, non consommateurs d'énergie, et garder cette courbe qui est en train aujourd'hui décroître, tant mieux. Nous gagnons en fait sur la consommation ou la production de CO2 qui quand même nous colle à la peau dans le bâtiment, puisque ça représente 40% à la fois à la construction, mais aussi beaucoup, et vous le savez, au niveau de l'utilisation. Alors, vous parliez de décroître décarbonation, mais la ville de demain, c'est aussi une autre approche. Alors, même si vous n'êtes pas en train de construire, il y a plein de façons. On va parler, je pense que les gens qui sont là connaissent ce que c'est la ZAN, peut-être, hein, le fait de ne pas reconstruire, enfin d'avoir une neutralité zéro en foncier, donc plutôt de reconstruire sur le bâti. Vous me parliez, quand on préparait la table ronde, vous me parliez je trouvais ça très intéressant sur les villes.
ces connexions de villes où on étudie, on produit, on stocke de l'énergie, on soigne, on fait des villes qui sont tous ensemble. Est-ce que on tend vers ça? C'est-à-dire que vous, quand on fait des rénovations énergétiques, est-ce que vous mettez plus d'acteurs autour de la table et qu'on va arriver à des villes qui vont être plus connectées? Enfin, des villes ou des espaces de lieux, enfin, mais bon, ou des petites villes. Il y a des grandes villes, mais parlons de tous les, aussi le côté rural aussi. Alors, sachez que les villes, et pas seulement les métropoles ni les grandes villes, des villes moyennes, j'ai des exemples de villes de 50 000 habitants, 30 000 habitants, qui ont investi déjà depuis plus de 30 ans, voilà, et surtout début des années 2000, donc il y a une vingtaine d'années, où là vraiment, déjà les économies d'énergie, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais étaient déjà au centre de tout, avant la crise de 2008, qui finalement a fait s'écrouler tout ce qui était prix des énergies fossiles. Donc finalement, derrière, on a perdu, à mon avis, on a perdu 7 ou 8 ans sur la recherche et le développement voilà, de la non-production, en tout cas du remplacement des énergies fossiles par tout ce qui était énergie verte. Mais déjà, il y a 20 ans, certaines villes ont investi ce que vous disiez, c'est-à-dire dans la connexion de tous les bâtiments existants et pas que neufs, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur l'énergie, que ce soit bien sûr sur tout ce qui est consommation, électricité, mais aussi, je laisserai mes collègues en parler, sur la mobilité, sur la fluidité d'une ville. La ville connectée, aujourd'hui, elle existe. Certaines villes s'y sont mis depuis quelques années. J'ai reçu personnellement une directrice voilà, des énergies et de la mobilité, mais aussi de la ville connectée, de la ville d'Angers. Je dis ça, c'est pas parce que je suis fan de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, mais vous pourrez lui dire quand même je suis journaliste à Ouest France. Voilà, que c'est un excellent exemple. Eh bien, il a compris, lui, avec les maires dont je vous ai parlé de ces petites villes, que la connectivité, la connexion de tous ces bâtiments, effectivement, était non seulement vertueuse, mais capable d'économiser l'énergie en grande quantité. Aujourd'hui, ceux qui ont fait les travaux à peu près il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, eh bien, on retourne sur investissement pratiquement de 30% chaque année des investissements qu'ils pouvaient avoir. Donc, oui, aujourd'hui, c'est vertueux et ça rapporte en fait au niveau gain sur le CO2. On va le voir avec les autres interlocuteurs, mais est-ce que justement une des réponses quand il y a crise, et vous êtes en train de traverser une crise qui contraint, est-ce que le fait d'avoir pris un peu d'avance et d'être peut-être sur certaines, je dirais autonomes, c'est peut-être pas autonome parce que c'est compliqué, mais peut-être d'avoir pris des habitudes, le peu qu'on va faire, enfin la rénovation énergétique, mais comme vous dites le financement, mais le peu qu'on va le faire, on va le faire avec ces habitudes-là. Les bonnes habitudes sont déjà prises. Je crois qu'on ne reviendra pas en arrière, et puis malgré le fait que, évidemment, les budgets sont très limités au niveau du public, intelligemment, je disais tout à l'heure, il va falloir trouver aussi des financements particuliers d'entreprises. Ce matin, je faisais partie de la réunion avec Bruno Le Maire et d'ailleurs Christophe Béchu sur les enjeux de la décarbonation des entreprises et du système économique. Eh bien voilà, on sait qu'aujourd'hui, on construira plus vert, il va falloir réfléchir autrement. D'ailleurs, grande nouvelle, 2 milliards d'euros de prêts seront octroyés à l'ensemble du tertiaire, sur lequel il n'y avait pas grand-chose au niveau aujourd'hui financement pour passer ce cap. En tout cas la loi tertiaire qui demande quand même de faire 40% d'économie d'énergie sur chaque bâtiment, ce qui était très compliqué à financer. Aujourd'hui, écoutez, on avance pas à pas. Comme je le dis, j'ai dit encore ce matin, on ne va pas décarboner la planète en une semaine et en un mois. Donc il faut travailler avec les professionnels, avec les sachants, avec tous les organismes et les organisations pour arriver, j'allais dire, si ce n'est pas 2050, si c'est 2051, ça nous conviendra aussi. Bon, merci pour le petit scoop d'annoncer qu'il y a 2 milliards pour le tertiaire. J'allais vous poser la question parce qu'effectivement le résidentiel c'est compliqué, mais le tertiaire aussi. Donc ils ont aussi compris qu'il fallait flécher là cet argent-là. Et pour rebondir sur la table ronde de ce matin sur la finance durable, c'était exactement ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'il fallait mettre au moins des moyens, et même les moyens européens, aux urgences. Voilà. On continue avec vous, Monsieur Didier Poussou, entreprise sociale de l'habitat. C'est pas mieux chez vous, hein. C'est aussi catastrophique. Alors, oui. Juste pour vous introduire, la ESH, ça existe depuis 1850. Vous avez toujours été novateur, vous avez passé toutes les crises. Par contre, pareil, qu'on a préparé, il m'a dit, celle-là, bon, vous allez la passer, mais comment? Alors c'est vrai que la ESH, la première société anonyme d'HLM,
la Somco, créée en 1853 par Dollfus, par l'industrie textile. Elle existe toujours. Elle est présente sur une cinquantaine de communes à Mulhouse. Elle est extrêmement innovante. Elle a développé des projets d'aménagement urbain de la ville qui sont très innovants. Elle a démarré par de l'accession sociale. Alors c'était une société de logement ouvrier. À l'époque, elle avait démarré par de l'accession sociale à la propriété. Et puis, crise aidant, elle est passée à d'autres propositions. Et par exemple, en proposant du logement locatif social. Voilà. Et donc, par rapport, c'est vrai que là, la Fondation Abbé Pierre l'a rappelé, l'a mis en avant lors des 70 ans de la prise de parole de l'abbé Pierre. La bombe sociale du logement, elle a explosé, quoi. De nombreux interlocuteurs l'avaient annoncé, prédit, ministre. Et donc là, le président Saleron le disait, on est face quand même à une diminution très forte de la construction, puisqu'on est à 280 000 mises en chantier en 2023. Donc alors, quand on regarde les besoins, quels sont les besoins en logement en France, tout le monde s'accorde à dire qu'on est au moins à 370 000 logements, ça c'est la Cour des comptes. Et puis, on est un certain nombre d'acteurs à dire, avec la Fondation Abbé Pierre, que c'est au moins 400 à 450 000 logements si on veut résorber le mal logement. Le mal logement en France, pour la Fondation Abbé Pierre, c'est 4 millions de mal logés. Mais vous, cette année, vous allez en produire combien, par exemple? Alors, comme le disait le président Saleron, on va finalement faire une année 2023 pas si mauvaise pour les entreprises sociales pour l'habitat. Notre présidente l'a indiqué récemment, on a pris la parole le 24 janvier dernier à la Mutualité, on aura pu sortir 50 000 logements. Alors, c'est un bon résultat dans cette conjoncture qui est très morose. Je dois dire que je suis très inquiet pour 2024. Je ne crois pas que dans les conditions actuelles macroéconomiques, sauf à ce que ça s'améliore rapidement, qu'il y ait un plan de relance, il n'est pas certain du tout qu'on soit en mesure d'avoir un résultat. Vous n'annoncez pas de chiffres? Enfin, si, moi, on m'a posé déjà la question. On a sorti 82 000 logements sociaux en 2023. On m'a demandé quel était mon pronostic. Donc ça, c'est pour tous les acteurs, pas seulement pour les ESH. Nous, on en fait 2 tiers. Donc mon pronostic, c'est de dire on en fera peut-être, avec les conditions actuelles, on en fera peut-être 60 000. Voilà. Donc ça rejoint ce que disait Olivier Saleron. La construction a baissé énormément. On a perdu plus de 120 000 logements. Nous, on a perdu 20 000 logements sociaux. Donc on est vraiment rentré dans une situation de crise. Et donc l'enseignement, lorsqu'on regarde, vous vouliez que je regarde en arrière avec la Somco, l'enseignement, si on regarde sur le temps long, soit dans des époques comme celle qu'on est en train de vivre, soit on n'était pas capable de mettre en place des logiques contracycliques, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on a réussi à faire en 2023, soit on est capable de les mettre en place. Mais si on n'est pas capable, donc l'année passée, il y a eu des actions de relance qui ont produit des effets, puisqu'on a produit 50 000 logements. Il faudrait prévoir des logiques de relance. C'est ça l'enseignement de l'histoire. Il me semble que c'est ça ce qu'on a appris des principales crises. Et on a eu un exemple quand même assez emblématique très récemment, que ce soit la crise Covid ou la crise financière de 2008. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a plusieurs questions en même temps. Il y a une logique de relance, mais on sait très bien aussi qu'il n'y a plus de finances publiques, donc il faut freiner la dépense publique. Donc comment faire? Vous qui êtes, on est au sommet de l'engagement. Vous êtes une SH où on dit on engage à donner du logement social. Ça va être quoi le levier dans cette crise? Est-ce qu'il faut justement faire des pas de côté, essayer
de penser à des choses qu'on n'a pas pensées. Je ne sais pas quoi, depuis un siècle quand même, vous avez... Voilà. Est-ce que ça passe par des rénovations qu'on n'avait pas imaginées, justement, le tertiaire qui évolue, des choses comme ça? Est-ce que ça peut être ça, ou est-ce que là, on n'a pas les moyens, il faut attendre que la crise passe? Enfin, il faut accompagner la crise avec le moins de dégâts. Alors, comme le disait le président Saleron pour le TACF, il faut amener du financement. Je crois que la difficulté principale, elle est là. Aujourd'hui, nous, on a subi un choc d'intérêt, mais je dirais comme tous les secteurs économiques, la charge de la dette a augmenté de 1,5 milliard pour nos acteurs. Donc la première chose à traiter, elle est là. Il faut arriver à impulser une diminution des charges d'intérêt. Je crois que c'est ça la bonne solution. Alors, c'est devant nous. A priori, on a devant nous des perspectives de baisse d'intérêt, mais si on pouvait les accélérer, et notamment pour un secteur comme le nôtre, ça serait extrêmement bénéfique en matière de relance. Et donc, vous demandez, c'est pour ça que je l'ai pris, ce micro c'est un peu embêtant, vous demandez clairement le taux de livret A qui finance, vous demandez à ce qu'il baisse, quoi, qui baisse un peu. Voilà. C'est aussi toute cet équilibre de finance justement entre l'épargne. Oui, je crois que comme tous les acteurs, on appelle à une baisse des taux d'intérêt et la plus rapide possible. Voilà, c'est-à-dire que c'est quand même des actions qui sont possibles. Et puis, comme vous le disiez, il y a la possibilité peut-être d'allouer des fonds européens, puisqu'on est sur une trajectoire bas carbone européen. Une partie des actions que l'on mène en France sont financées, une partie très substantielle est financée par des fonds européens, peut-être plus de la moitié. Donc il faut peut-être allouer plus dans cet environnement très difficile. Il faut arriver à mobiliser peut-être plus de moyens au niveau européen. Et puis, y compris au niveau européen, peut-être pousser à ce que les trajectoires de baisse de taux soient les plus rapides possibles et qu'on n'attende pas 2025. Voilà, parce que c'est ça qui est en train de se jouer là en ce moment. C'est est-ce qu'on attend tranquillement que ça décroisse de manière très forte, et en gros jusqu'en 2025, ou est-ce qu'on fait quelque chose avant? Des vraies responsabilités. Olivia Conil-Lacoste, Bouygues Immobilier. Alors, cette crise immobilière ne vous épargne pas? Qu'est-ce qu'on fait pendant cette crise immobilière chez vous? Vous m'avez dit, elle ne balaie pas la crise climatique, au contraire. On peut espérer que ça, un moment où ça rebondisse, et je pense que dans 30 ans, on se souviendra moins de 2 ans de crise immobilière que de 30 ans d'inaction climatique. Donc voilà, déjà, rien que pour ça, avoir ce phare à notre action. Et puis je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus tellement freiner, en fait. On ne peut plus tellement freiner parce que d'un côté, on a l'Europe, et puis de l'autre, les attentes sur les territoires. Les territoires, aujourd'hui, ils sont en demande de partenaires pour résoudre des problématiques extrêmement concrètes qui voient émerger, notamment des problématiques d'adaptation au réchauffement climatique. On le voit avec les inondations, on le voit avec la sécheresse. Et donc ça ne s'arrête pas non plus avec la crise de l'immobilier. Et ils attendent aussi des acteurs comme nous à agir sur ce sujet-là. Donc voilà, donc, une fois qu'on s'est dit ça, c'est comment on avance. C'est peut-être votre question. Donc on essaye d'avancer de manière intelligente, et je crois que c'est le fil rouge aussi de cette journée. Je pense qu'on a vraiment eu une évolution, une maturité sur les sujets de développement durable, en passant d'une logique de démonstrateur à une logique de systématisation des approches dans l'ensemble de nos projets. Et aujourd'hui, on essaye de développer des démarches pour répondre aux enjeux de nos trajectoires bas carbone. On essaye de mettre en place des démarches, par exemple de réduction des gaz à effet de serre sur l'ensemble de notre production, pas seulement sur les opérations exemplaires. Et ça passe par exemple, une obligation de mettre de la PAC sur la plupart de nos projets, des pompes à chaleur, et donc des partenariats qu'on noue en externe, des contrats cadres, des accords cadres, et ça nous permet quelque part d'avoir une approche globale des sujets et de pouvoir passer à l'échelle certains sujets. Alors on a beaucoup parlé bas carbone, vous avez dit qu'on voulait aller vers des bâtiments économes, on veut aussi aller vers des bâtiments plus verts, et je pense que c'était aussi un sujet que j'avais à cœur d'aborder aujourd'hui. Ces démarches systématiques chez Bouygues Immobilier, on les a aussi fait sur le sujet de la biodiversité, en clamant biodiversité et climat, même urgence, même combat. Pourquoi? Parce que finalement, l'habitabilité des villes de demain, elle se fera pas, et la densification, elle se fera pas au détriment de la qualité de vie. Et je pense que les élus, ils ont de plus en plus la pression aussi sur cette question de la qualité de vie. Et le verdissement des villes, il améliore la qualité de vie de manière nette,
créer des expériences de nature, ça crée du bien-être, ça crée de la santé. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est étudié vraiment de manière scientifique aujourd'hui. Ça recrée de la biodiversité, et l'effondrement de la biodiversité, c'est un sujet aussi, évidemment. Et puis, ça rafraîchit. Voilà, on dit que 37% du rafraîchissement des villes pourrait s'appuyer sur des solutions fondées sur la nature. Et moi, je trouve ça très intéressant de commencer à considérer la nature comme une solution technique. Vous donnez des exemples, c'est très intéressant. C'est dans le cadre du réseau Biodiversity aussi. Enfin, c'est ça. Vous pourrez en parler, dire quelques mots. Mais vous donnez des exemples très, très intéressants. Les cas à Blois, je crois notamment, où le vivant, la nature, devient une solution technique. On l'intègre. Voilà, on sait faire du ciment bas carbone maintenant. On sait faire, on sait faire plein de choses. Mais prenons aussi le vivant. Enfin, voilà. Et expliquez-nous peut-être à Blois ce qu'ils font. C'est assez intéressant. En fait, on se rend compte qu'on peut regarder les villes du ciel et déterminer quelque part les points d'acupuncture qui permettraient demain d'infiltrer l'eau dans les villes à 20 cm² près. Où est-ce que c'est facile d'infiltrer, moyennement facile d'infiltrer, difficile d'infiltrer. À partir du moment où vous vous infiltrez, vous pouvez planter, vous êtes plus sûr que la nature est en autonomie, et donc, quelque part, vous rafraîchissez. Donc ça, c'est un partenaire à nous qui a fait cette étude sur Blois en déterminant où étaient les points d'acupuncture et en considérant que la ville, c'est presque un système immunitaire et qu'on peut la soigner à partir de points d'acupuncture, et donc considérer finalement les espaces verts en ville, les espaces plantés et infiltrés, comme leur maillage, comme une infrastructure verte. Et à partir du moment où on considère la nature comme ça, c'est aussi une manière de dire que voilà, ça va déclencher des travaux, il y a presque des politiques publiques peut-être à développer sur ce sujet-là, parce que c'est une régulation thermique par les abords du bâtiment. Et le secteur du bâtiment peut être très moteur aussi sur ce sujet-là. Vous savez que 70% des espaces verts, par exemple, dans la métropole de Lyon, c'est de dimension privée. Donc évidemment que les acteurs privés sont attendus sur ces sujets-là et qu'il faut qu'on se mobilise. Alors, comment on se mobilise ? Alors, vous parliez du label Biodiversity, qui est porté par cette association que je préside, de CIBI. Le label Biodiversity, c'est simplement dire, quand vous avez une équipe projet sur un projet immobilier, mettez un écologue dans les équipes et observez dès le moment de la conception comment vous devez réintégrer la nature dans ce projet particulier. Voilà, on a à peu près 250 aujourd'hui opérations qui sont labellisées, donc on a un vrai retour d'expérience sur le sujet. Et c'était pionnier, cette association, elle a 10 ans, ce référentiel, il a 10 ans, et aujourd'hui, on voit que c'est un référentiel qui peut être intéressant à l'échelle préempté pour une ville, pour, quelque part, encourager, je dirais, les acteurs privés à mettre, comme ils le font sur du bâtiment bas carbone, à mettre de la biodiversité sur leurs projets. Et puis, pour finir, chez Bouygues Immobilier, on a décidé, au-delà de développer ce label, d'avoir une approche systématique du sujet. Et donc, on s'est posé cette question. Comment on fait pour que nos opérationnels intègrent la biodiversité de manière systématique, alors que, contrairement au carbone, il n'y a pas de convention, il n'y a pas de bilan carbone, il n'y a pas de réglementation RE 2020. Donc, quels sont les 3 réflexes, je dirais, qui permettraient demain, sur toutes nos opérations, y compris l'opération de 40 logements, de s'assurer que ce sujet est pris en compte. Donc on a étudié ça et on s'est dit 3 actions, que je vais vous décrire rapidement. La première, c'est de faire un diagnostic écologique en amont de l'opération, donc sur le foncier, même s'il est en pleine ville. Donc faire intervenir un écologue, avoir une vision de ce que c'est ce foncier, ce qu'on peut en retenir, ce qu'on peut capitaliser sur ce foncier-là. La deuxième, c'est de finalement développer les surfaces perméables et végétales sur mon opération. Même si je suis en ville, et justement si je suis en ville, je suis capable, si j'arrive sur un terrain qui est déjà imperméable, à faire mieux après qu'avant. Chez Bouygues Immobilier, on se rend compte que sur 38% des surfaces qu'on développe, on rajoute de la nature, en fait, après qu'avant, parce qu'on mesure ça, c'est devenu un critère extra-financier. On a créé une calculette qui s'appelle le CBS, qui est utilisée par certaines villes, mais jamais avec les mêmes coefficients. Et donc nous, on score toutes nos opérations à partir de cette calculette coefficient de biotope par surface, et on demande aux équipes d'atteindre des scores de surface perméable et végétale au sol, au mur et en toiture. Et puis la dernière action, qui est peut-être plus visible de l'administré, de nos résidents, c'est le jardin. Parce que le problème des espaces extérieurs, c'est que c'est un impensé au départ dans nos métiers de la promotion immobilière. C'est un impensé. Il n'y avait même pas de budget vraiment dédié, sauf quand il y a vraiment une demande spécifique du client ou une sensibilité du collaborateur. Et donc, voilà, ça pouvait arriver d'aller chercher avec le budget qui reste les 2 arbres à planter sur l'espace extérieur. Donc, pour contrer ça, on a développé un cahier des charges de jardin favorable à la nature, qui peut avoir des déclinaisons rafraîchissantes. Et on a développé un cahier technique et on l'a imposé sur l'ensemble des surfaces extérieures de nos opérations. Dès qu'il y a des surfaces extérieures, on impose ce cahier des charges. On a formé les collaborateurs, les partenaires. Et c'est une manière, finalement, je pense, d'adapter nos villes par des solutions presque low-tech qui coûtent peut-être moins cher que
et qui sont peut-être plus facilement abordables aujourd'hui que des solutions sur lesquelles il faut travailler, mais qui sont plus structurantes pour notre secteur. Et voilà, en prenant soin d'infiltrer les eaux, bien sûr, pour que tout ça perdure. Merci, parce que très intéressant, et je vais faire rebondir M. Saleron et M. Poussou à ces propos. Sommet de l'engagement, alors là c'est presque une conduite du changement que vous présentez, hein, c'est une conduite totale du changement que vous faites chez vous, et avec réussite a priori, et sur l'engagement, et ça veut dire aussi qu'on met plus de monde autour de la table. Est-ce que vous le faites déjà, la Fédération du bâtiment, ESH, est-ce que ça c'est déjà intégré, est-ce qu'on peut aller plus loin, et voilà, est-ce que sur ces engagements, ça peut être des choses qui peuvent... Je vous l'ai dit, toutes les réflexions depuis plus de 20 ans et tous les produits que l'on peut fournir à nos adhérents. Donc nos adhérents, ça va de la plus petite taille, et puis c'est aussi Bouygues, Vinci FH, donc Bouygues Immobilier, que je connais très bien. Et évidemment qu'on suit non seulement tout ça, mais on peut être aussi collaborateur à toutes ces entreprises privées. On n'est pas forcément aussi mis dans les structures de recherche et développement, mais avec nos ingénieurs, on peut conseiller en amont. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est ce ruissellement qu'il peut y avoir dans tout ce qui a été, j'allais dire, réfléchi, mis en œuvre par nos plus grosses structures, ruisseler sur les plus petites. Puisque ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait tout à l'heure de territoire, c'est que tous les territoires puissent être atteints, et que chaque entreprise, suivant ses moyens, mais en tout cas dans chaque territoire, soit capable de mettre en œuvre ce qui a été conçu par des architectes d'une façon audacieuse, mais aussi environnementale, ce qui a été, je veux dire, un cahier des charges qui a été donné par les maîtres d'ouvrage, donc soit les promoteurs, soit tout ce qui est commande publique, que nous soyons techniquement au point, et puis souvent avec des matériaux biosourcés, avec aussi des produits manufacturés spécifiquement, je veux dire, qui ont été créés depuis quelques années pour ce rafraîchissement naturel dont parlait Madame. Bien évidemment, il faut que les acteurs soient formés en permanence, parce que, évidemment, ceux qui sortent aujourd'hui d'école, nous avons de plus en plus, ce qu'il faut savoir, d'ouvriers techniciens qui sortent d'écoles supérieures, donc post-bac, ce qui est très intéressant. On n'en avait que 7% il y a encore 7-8 ans. Aujourd'hui, c'est 19%. Pratiquement 20% des apprentis qui sortent de nos écoles ont un niveau supérieur au bac, ce qui montre aussi la technicité, la technologie que l'on doit avoir dans le bâtiment. Alors, ça pousse quand même beaucoup de vieux regards que l'on peut avoir sur ce secteur-là. Mais nous, ça nous plaît parce que c'est une attractivité extraordinaire sur les jeunes et les moins jeunes. On le voit depuis le Covid et depuis tout ce que l'on a mis en place sur la construction durable neuve, l'Aéro 2020. Nous l'avons co-construite avec le ministère de l'écologie il y a maintenant de nombreuses années, mis en place et digérée il y a 2 ans. Mais aussi, voilà, proposer à tous ces jeunes-là, je veux dire, une évolution tout au long de leur vie. Ben oui, dans le bâtiment, c'est ça aussi, une formation tout au long de la vie, parce que la technologie évolue, j'allais dire, quasiment à la semaine dans nos métiers. Mais oui, mais c'est bien que vous le disiez sur la formation, justement, et sur cette technologie. Voilà. On va peut-être passer à ADEO, maintenant que, on va dire, même s'il y a un peu moins de construction, il y a quand même beaucoup de bâtis. Vous êtes plus à l'intérieur, on va dire. Alors, vous êtes Clara Lorinquer. Globalement, c'est l'amélioration de l'habitat. Alors, vous allez peut-être redire un peu l'importance de votre groupe, parce qu'il est important peut-être sur là, et ce que vous avez fait justement, parce que, alors si on dit à Laura Merlin, on ne peut pas s'arrêter là, c'est beaucoup plus global. Donc expliquez-nous par rapport à cette approche à amélioration de l'habitat, voilà ce que vous pouvez faire. Bien, effectivement. Donc nous, notre métier, c'est de rendre accessible l'amélioration de l'habitat. Donc ADEO, c'est des enseignes. Donc c'est Leroy Merlin, c'est Bricoman, c'est Weldom, c'est présent en Europe, mais également en Afrique du Sud et au Brésil. Et donc là, on a beaucoup parlé d'habitat neuf, mais il y a tout un énorme enjeu finalement qui est lié à la rénovation énergétique de l'habitat existant. Donc il faut accompagner finalement l'ensemble des habitants dans les géographies où on est présente à rendre accessible l'ensemble des éléments de construction nécessaires pour travailler sur la rénovation énergétique. Et donc nous, notre enjeu, c'est de fédérer tout un écosystème pour rendre possible cette rénovation énergétique. Parce que cette rénovation énergétique, elle nécessite plusieurs étapes. Comme elle est souvent inféodée à des aides, et ça c'est
tant mieux parce que ça encourage et ça aide la réalisation des travaux. Il faut qu'il y ait un diagnostic énergétique qui soit posé. Donc tout notre sujet, c'est comment on crée l'écosystème avec des diagnostiqueurs pour pouvoir réaliser ces diagnostics énergétiques. Comment on travaille avec l'ANA notamment. On est devenu mandataire en France de l'ANA, c'est-à-dire que les clients, quand ils payent les travaux, l'aide est déduite. Donc ils font l'avance uniquement des travaux restants. Ça veut dire que quand on pousse la porte d'un Leroy Merlin, on peut être pris en charge depuis le début jusqu'à la construction, enfin les dossiers, jusqu'à la fin, trouver même les artisans. Exactement, c'est ça. Et donc là, une fois qu'on a obtenu les aides, la dernière étape, c'est qu'on accompagne les clients également sur la partie qui leur fait aussi également peur, hein, au-delà d'acheter les matériaux pour réaliser les travaux, c'est aussi de trouver les bons artisans en qui on peut avoir confiance, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on travaille sur la rénovation énergétique, on vient toucher à l'enveloppe de sa maison. Et donc ça aussi, ça peut être quelque chose qui génère des craintes, c'est tout à fait légitime. Donc quand on s'engage dans un parcours Leroy Merlin ou chez Weldom également, il y a cet accompagnement tout au long et avec des artisans partenaires qu'on vient fédérer dans un écosystème. Gros enjeu de formation de vos collaborateurs, parce que ça, c'est des nouveaux métiers chez vous aussi. Exactement, et pour pouvoir y répondre, on a créé un nouveau métier au sein des magasins. Donc c'est des responsables rénovation énergétique. Il y en a aujourd'hui 95 en France. C'est des collaborateurs qui ont suivi 3 mois de formation dans un institut externe à Leroy Merlin et qui aujourd'hui sont en capacité effectivement d'apporter des éléments techniques au regard du diagnostic qui sont posés pour faire des préconisations de travaux et être en capacité réellement d'accompagner les clients tant sur les travaux à préconiser que sur le suivi du chantier avec les artisans. Est-ce qu'ils peuvent proposer de la frugalité, de dire ne touchez à rien et consommer différemment? Est-ce que vous poussez à consommer ou pas? Non, c'est historique hein, dans les enseignes d'ADO ou chez Leroy Merlin. L'objectif, c'est un conseiller de vente hein, que vous rencontrez en magasin. C'est un professionnel qui est toujours là pour vous trouver la meilleure solution au problème que vous rencontrez dans votre habitat. Et donc, si la solution existe et qu'elle ne nécessite pas d'acheter un article dans un magasin, on vous conseillera toujours la solution la plus économe pour le client et qui est aussi la plus économe pour la planète. Monsieur Saleron parlait de l'importance du ruissellement, qui effectivement avec les gros et les petits, vous êtes un gros. Vous avez innové pour vos produits. Vous avez mis en place un Home Index Score. Vous allez nous expliquer. Je crois que la moitié des offres de Leroy Merlin là, vous allez nous expliquer. Mais surtout, ça permet aussi alors là de faire aussi un engagement de supplémentaire en amont, en aval. Alors, expliquez-nous. Oui, alors quand on est un distributeur, finalement, notre métier de tous les jours, qu'est-ce que c'est? En fait, on est à l'intersection du monde amont et donc des fournisseurs qui fabriquent des produits et du monde aval, les clients qui, eux, ont des besoins. Et nous, on est un lieu de rencontre, finalement, entre des fournisseurs et des clients. Et on a tout un enjeu de dire il faut transformer les fournisseurs, mais ça, ils en sont conscients. Et donc, il y a plein d'entreprises avec lesquelles on travaille et qui vendent des produits dans nos magasins qui sont ultra engagés et avec qui on peut avoir vraiment des échanges passionnants pour améliorer les produits. Mais c'est toujours pareil, il faut arriver au bon... Il y a toujours une histoire de timing, finalement. Et si les clients à qui on s'adresse, ils n'ont pas compris l'enjeu, ils ne comprennent pas le bénéfice du produit, le produit coûte un peu plus cher ou son usage est différent, tout ça, ça peut générer des craintes. Et puis finalement, on reste à prendre les anciens produits parce que c'est beaucoup mieux et qu'on sait comment ça fonctionne. Et donc, tout notre enjeu, c'était de dire comment on crée un outil qui permet d'apporter de la pédagogie et donc d'accompagner les clients dans la compréhension de l'impact environnemental et social des produits qu'ils achètent. Et donc, on a créé un outil qui s'appelle le Home Index, qui s'inspire beaucoup du Nutri-Score. Et donc, chaque produit est noté de A à E sur des critères environnementaux et des critères sociaux. Et ce que ça permet de faire, ça a un double usage, donc vous le comprenez assez naturellement, c'est-à-dire qu'en tant que consommateur, ça permet de savoir si le produit qu'on achète, quel est son impact environnemental et son impact social. Et ça permet également d'embarquer tout l'écosystème fournisseur, puisque ça crée un référentiel qui est commun. Et donc, les fournisseurs comprennent mieux aussi les sujets sur lesquels il faut qu'eux travaillent pour pouvoir améliorer leur offre. Et donc, ça nous permet bien, avec le même outil, de parler aux deux écosystèmes qui se rencontrent dans nos magasins.
Petite question à ce niveau-là, on a beaucoup, dans toute la journée, on a beaucoup parlé des normes, et forcément de la simplification, qui est un des motifs actuellement du gouvernement. Justement, vous créez, vous créez un home index score interne. Vous n'avez pas trouvé des choses qui existaient? Il y a des normes aussi dans le bâtiment, il y a des choses. Enfin, voilà, la question a dû se poser parce que vous avez recréé la norme. Oui, alors, oui, non, mais vous avez raison, c'est une vraie question. En fait, l'enjeu, c'est que quand vous rentrez dans un Leroy Merlin, vous rentrez par le rayon des matériaux, et vous achetez plutôt du gros œuvre, et vous finissez par acheter les luminaires et la décoration. Et il n'existe pas d'outil qui permettait d'avoir un seul et même outil dans le magasin pour le client, avec une lisibilité qui était commune entre j'achète un parpaing ou j'achète du BA13 et j'achète un rideau. Alors ça veut pas dire que ça veut dire que les critères et la manière de noter sont les mêmes. Après, bien sûr, la pondération change d'un rayon à l'autre. Et donc notre objectif à nous, c'était que le client puisse, au sein de son parcours pour l'amélioration de l'habitat, se repérer avec exactement le même référentiel. Et ça n'existait pas. Sinon, on aurait pris ce qui existe sur. Là, vos fournisseurs en amont, vous avez dit le chiffre, c'est combien? Ils vous suivent à combien déjà? Vous avez réussi à embarquer combien? En fait, on a embarqué aujourd'hui près de 70% des fournisseurs. Ouais. Ok, très bien. Merci. Alors, on va finir un peu la partie, je dirais, bâtie, mais c'est une table ronde et il y a l'interaction, donc voilà, on va passer. Pardon. Ah oui. On va passer à la mobilité. On finir un peu la partie bâtie, mais voilà, en interaction. Donc sur la mobilité, on a la chance d'avoir Jean-Marc Zolesi, qui est le député des Bouches-du-Rhône et le président de la Commission développement durable, mais c'est surtout Monsieur Mobilité. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un petit point pareil sur quand vous l'avez mis en place, la mobilité durable, quelques chiffres, le plan vélo, le forfait mobilité global, voilà, petit point d'étape. Merci beaucoup de mettre les sujets des mobilités au cœur de ce moment, de cette initiative aujourd'hui, parce que je pense effectivement que derrière mobilité, il y a beaucoup d'engagement à travers le travail qu'on a pu mener à l'Assemblée nationale, mais aussi avec tous les acteurs de la mobilité. Et je sais qu'il y a un certain nombre d'acteurs représentés dans cette salle. Peut-être rappeler que la mobilité, c'est à peu près la cause de 30% de gaz à effet de serre. On a un quart de nos concitoyens qui refusent une offre d'emploi ou une offre de formation parce qu'ils n'ont pas de solution de mobilité adaptée. Et quand vous prenez un territoire comme celui de la métropole Aix-Marseille-Provence, eh bien vous avez des citoyens qui, chaque année dépensent 10 jours de leur vie dans les embouteillages. Et donc on voit bien qu'à travers ces 3 exemples-là, le sujet de la mobilité, c'est un sujet de société, c'est un sujet du quotidien, et ça dépasse les débats d'ingénieurs sur des notions d'infrastructure. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé, nous avons mis en place la loi d'orientation des mobilités, la loi climat résilience, et dernièrement j'ai déposé une proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains qui a pour objectif de mettre en musique la promesse du président de la République de déployer 10 RER métropolitains, au moins 10 RER métropolitains dans les 10 années à venir. Vous m'avez posé la question du sujet notamment du vélo, de la mobilité décarbonée. On a effectivement, dès 2017, posé une ambition forte pour les mobilités actives, les mobilités décarbonées, en particulier le vélo, avec un plan vélo inédit de 900 millions d'euros qui a permis de déployer jusqu'à au total 16 000 km de pistes cyclables aujourd'hui, en partant d'un chiffre qui est très simple. On a 60% des trajets domicile-travail qui font moins de 5 km. Et donc j'ai l'honnêteté de le dire, et sans prétention, mais je pense que ce plan vélo a participé au changement de mentalité sur les vélos et au-delà même de la notion purement parisienne. Et puis pour accompagner tout ça, il faut être dans une politique incitative. Juste, vous avez des chiffres globaux sur les plans vélo? Vous savez aujourd'hui le nombre de kilomètres qui ont été créés
Oui, Au total, on est à 16 000 km de pistes cyclables au niveau national. Et tout ça, c'est aussi poussé par une volonté forte d'avoir une politique incitative. Et je suis à l'origine notamment d'un amendement travaillé avec pas mal d'acteurs dans la loi d'orientation des mobilités sur le forfait mobilité durable. D'ailleurs, ce matin, le baromètre du forfait mobilité durable est sorti, montrant la volonté des entreprises de le développer. On a plus de 2/3 des entrepreneurs qui ont été sondés qui s'engagent à développer le forfait mobilité durable durant l'année 2024. Qu'est-ce que c'est le forfait mobilité durable? C'est 800 € à l'année pour aller au travail, en covoiturage, en mobilité décarbonée. On peut cumuler dans les 800 €, vous avez cette partie sur le déplacement en vélo, etc. Mais l'autre partie aussi comprend le remboursement de l'abonnement transport. Et donc ça fait partie de ces objets qui montrent notre volonté d'être dans l'incitation et peut-être moins dans l'interdiction. C'est important de le souligner. Ce plan vélo, ces forfaits mobilité globale fonctionnent parce que ce sont des financements hybrides, public-privé. Vous parliez du RER métropolitain, et il y en a 10, hein, c'est ça qui devrait... Voilà. Pas simple, ce financement, parce qu'on en a déjà parlé, et on voit bien, la ville de demain, on est toujours revenu à du financement. Donc, et là aussi, c'est pas... Est-ce que ça peut être un frein? Non, c'est forcément un sujet. C'est la raison pour laquelle on a mis en place un plan une conférence de financement dans la proposition de loi que j'ai portée, de sorte à ce qu'on puisse exploiter toutes les sources de financement. Il y a notamment le sujet du déplafonnement du versement mobilité qui permettrait de financer notamment le volet exploitation, mais ça ne doit pas se faire de manière verticale. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même des entreprises, des entrepreneurs qui contribuent dans ce versement mobilité. Et moi, je ne voudrais pas donner l'impression que la baisse des impôts de production voulue sur le plan national, au final, est compensée de notre côté par une augmentation du versement mobilité en local. Donc il faut que ça soit bien travaillé avec les collectivités territoriales. Après, sur le sujet du financement, je le dis pareil avec beaucoup de modestie, mais je ne connais pas beaucoup de propositions de loi où vous avez eu dans la foulée une parole du président de la République qui annonçait d'ores et déjà 800 millions d'euros. Pour moi, c'est une somme, 800 millions d'euros pour accompagner, notamment dans le cadre des CPER, les études de ces services express régionaux métropolitains. Donc il y a bien des moyens qui sont associés derrière. Et puis il y a l'ingénierie aussi financière, puisque la proposition de loi que j'ai portée propose à ce que la Société du Grand Paris, appelée désormais la Société des Grands Projets, puisse sortir du périmètre parisien pour venir faire de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi propose son ingénierie financière pour lever de la dette verte, permettant de financer des projets d'infrastructure. Donc, vous voyez, on a des sources de financement permettant d'avancer. On parlait justement avec Armand Joseph Houdin, vous êtes le délégué général de G7. Pareil, en amont de cette table ronde, vous disiez, ce qui est intéressant, pourquoi des taxis notamment, c'est le partage de l'espace. Et on y va pour le vélo, on y va pour les TER, on y va pour les RER, les cars express, tout ça. La voie, dans les villes modernes, il y a un partage de l'espace. Et vous, les taxis, vous avez un rôle à jouer. Expliquez-nous comment. Mais, merci. Et effectivement, quand on parle mobilité durable, on parle souvent de protéger l'écologie, mais il faut protéger, plutôt protéger l'environnement, il faut protéger l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les chauffeurs, dans le cas des taxis, les usagers, les passagers, l'ensemble des concitoyens. Et dès qu'on est dans des zones denses, en zone urbaine, on doit partager des biens communs. Le bien commun de l'espace sur la chaussée, sur les trottoirs, tout ça, c'est un espace qui est fini. C'est bien dans le bâtiment. Et puis même l'air qu'on respire, qu'on partage. Et ce qu'on a pu voir ces dernières années, c'est que l'explosion de l'offre de mobilité a engendré un certain nombre d'externalités négatives, avec beaucoup de congestion dans les villes, beaucoup plus qu'avant, parfois un peu de désordre, avec des trottinettes, avec tout un tas d'autres modes de mobilité. Et puis ces dernières années, les villes, mais un peu partout en Europe et même dans le monde, ont réorganisé ce partage de l'espace, créé des voies dédiées pour le vélo, créé des règles d'usage de ce partage, par exemple des autorisations
pour les scooters partagés, des autorisations pour les trottinettes, ça c'est pas très bien fini, mais pour organiser ce bien commun, parce que tout le monde ne peut pas faire tout ce qu'il veut sur le bien commun. Et cette logique de partage de l'espace, c'est la logique qui, il y a très longtemps, peut-être une centaine d'années, dans à peu près tous les pays dans le monde, a amené à la logique de l'autorisation de stationnement, c'est-à-dire ce qu'on appelle la licence dans le taxi, qui donne la possibilité aux maires, aux préfectures de police à Paris, de définir combien de véhicules peuvent travailler et donc d'organiser ce partage de l'espace. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus essentiel parce qu'il faut organiser cette cohabitation entre la mobilité à pied, des voies pour les vélos, des voies réservées, des voies pour les autres automobilistes, et s'appuyer sur une offre régulée permet d'organiser l'espace. Et donc en ça, le taxi répond à cet usage. Et puis parce que c'est un mode dont le nombre est défini et les véhicules sont clairement identifiables, c'est devenu de plus en plus les partenaires des collectivités locales pour organiser l'approche au plus près, parce qu'on peut créer des droits et des devoirs différents pour les taxis et on peut maîtriser la quantité de véhicules. Et d'ailleurs, dans la continuité de la loi L'Homme, les réflexions sur les voies olympiques et futures voies réservées, la logique est que parce qu'on sait combien il y a de véhicules et parce qu'on peut les identifier, c'est plus simple à contrôler et donc ça permet d'assurer une offre dans des zones piétonnes, dans des endroits où sinon ce serait ingérable. Dans les solutions durables, dans les engagements que vous pouvez faire justement, c'est au cœur de ce sommet-là, donc on a cette offre régulée. Dans votre transition énergétique, vous êtes bien avancé, vous. Alors je vais vous faire un package. La transition énergétique, effectivement, les taxis ont pris un grand temps d'avance vers l'hybride. On doit être aujourd'hui à peu près 70% des véhicules. Les véhicules non hybrides, c'est principalement des vannes, des véhicules sur lesquels il n'existe pas aujourd'hui d'offre hybride. Très engagés dans cette logique, parce que les chauffeurs eux-mêmes, ils se voient à la fois comme une solution pour la transition énergétique et en même temps une victime de la pollution, puisqu'ils travaillent en permanence dans les rues. Donc, ils ont tout intérêt à avancer dans ce sens-là. La transition vers l'électrique est plus complexe dans un métier comme le taxi, parce que c'est un métier très spécifique, avec des contraintes, le tarif réglementé, tout un tas des obligations de taille de véhicule. Et aujourd'hui, c'est les derniers maillons de la chaîne. Ils arrivent après les constructeurs, ils arrivent après les énergéticiens, avec des besoins qui ne sont pas du tout pris en compte en termes de contraintes de travail, d'autonomie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de professions où vous passez 12 heures par jour dans votre véhicule. Ça veut dire qu'en hiver, vous chauffez 12 heures votre véhicule. Aucun constructeur n'a prévu une batterie pour des véhicules qu'on va chauffer 12 heures, plus faire 350 km, avec en plus des équipements branchés dessus. Donc c'est vrai que c'est un usage très particulier, parce que même des livreurs ou des entrepreneurs s'arrêtent dans la journée. Quand le plombier intervient, il ne roule pas tout le temps. Le taxi roule tout le temps, chauffe tout le temps en hiver. Pour donner un exemple, avec la vague de froid, les véhicules électriques, pour beaucoup d'entre eux, ont dû interrompre leur journée de travail parce que les autonomies annoncées par les constructeurs sont des autonomies... Les vélos aussi, mais les vélos aussi. Donc il y a un vrai enjeu un peu parent pauvre et les taxis ne bénéficient pas aujourd'hui d'aide de l'État, parce que leur contrainte d'avoir des véhicules d'une certaine taille les amène à avoir des véhicules un peu plus chers, notamment aussi parce qu'ils ont besoin d'une forte autonomie et qu'ils sont au-dessus de tous les seuils d'aide. Donc c'est un peu les parents pauvres, alors qu'avec 20 personnes transportées par jour, l'impact écologique d'€1 pour accélérer la transition du taxi est extrêmement importante. On va démultiplier l'effet par rapport à un véhicule particulier. Donc l'électrique est assez complexe, il y a encore beaucoup de travail, il y a d'ailleurs une task force avec le ministère des Transports, les constructeurs énergéticiens, pour trouver des solutions à cet usage très, très spécifique. Mais les taxis très engagés, et G7 a pris des engagements d'atteindre 30% de véhicules électriques en 2000. Sur la mobilité pour tous, c'était assez intéressant. Vous disiez que vous avez des rampes d'accès, par exemple, justement pour les personnes handicapées physiques. Vous disiez, à la limite, un peu comme le dernier kilomètre peut être compliqué parce que le nombre d'interlocuteurs, et on revient un peu à un point de vue général de cette table ronde, c'est toujours de mettre tout le monde autour de la table. Vous disiez, bah oui, nous on a l'interlocuteur SNCF pour le parvis de la gare, on a la voirie pour la mairie, enfin voilà. Vous travaillez tout le temps avec la ville, les écosystèmes, les obligations ? Alors oui, c'est un travail permanent, même resterait sur 2023, la mairie de Paris a dû y avoir plus d'une 50aine de réunions pour des sujets très précis. C'est permanent. Quand on prend l'exemple des
PMR. G7 a lancé en 2004 la flotte G7 Access. Et aujourd'hui, c'est à peu près 350 véhicules équipés de rampes, 350 chauffeurs qui sont formés pour la prise en charge des personnes en fauteuil, avec des investissements l'année dernière dans plusieurs centaines de véhicules en préparation de l'été 2024 pour être au rendez-vous pour les spectateurs qui viendront. Ce sont vos Jeux olympiques à vous. Si on peut dire. Voilà. Et c'est aussi un engagement fort en termes d'accompagnement financier des chauffeurs, puisque c'est des véhicules qui coûtent plus cher, c'est un travail qui est plus complexe, et donc c'est entre 200 et 400 euros d'aide par mois, par chauffeur, pour permettre de leur donner envie de se lancer dans cette mission. Mais vous le disiez, c'est très compliqué, on peut prendre des exemples très concrets. Souvent, ces spécificités ne sont pas prises en compte dans le travail. Par exemple, on va réaménager le parking d'une gare, on ne va pas prévoir la hauteur pour que les véhicules de haut gabarit puissent accéder. Donc après, on se retrouve coincé. On ne va pas prévoir des conditions de stationnement. Il faut plus de place pour déployer la rampe et ainsi de suite. Donc c'est tout un tas de contraintes opérationnelles qui s'ajoutent pour le chauffeur pour faire ce métier. Et ça nécessite permanence avec les aéroports, avec la SNCF, la mairie, de trouver des solutions. Alors, on voit bien qu'il y a anticipation, on va faire projection, on va prendre les questions dans la salle. Juste avant, parce que comme on est sur l'engagement, comme on est sur des solutions innovantes, je vous avais posé la question de savoir est-ce que vous croyez aux voitures autonomes, qui pourraient être peut-être une solution. Allez, on se projette un peu. Et puis ce matin, j'ai entendu, je parlais des taxis volants pour les Jeux Olympiques de 2024. Je dis, je pose la question. Alors, si on se fait une petite projection, voiture autonome, taxi volant, oui, non? C'est difficile de répondre avec certitude. La voiture autonome, il y a beaucoup d'expérimentations aux États-Unis. Les contextes des villes européennes sont très différents parce qu'il y a beaucoup plus de monde sur la chaussée, beaucoup plus de piétons, de vélos. C'est une multimodalité qui est beaucoup plus forte. Donc ça amènera sans doute à des défis technologiques plus complexes que dans des villes, des routes plus droites sans piétons, ce qui est un contexte différent. Donc il y a une question encore sans doute de maturité technologique. Et puis il y a d'autres questions plus opérationnelles du véhicule autonome. Je vais vous donner deux exemples. Le stationnement du véhicule autonome. Comment on va organiser le stationnement du véhicule autonome? Quand je vais à mon dîner, qu'est-ce que je fais du véhicule autonome? Je paye le stationnement avec les tarifs de la mairie aujourd'hui, ou je le laisse tourner? Quelles vont être les décisions, les règles qui vont être plutôt des règles à mettre en place du législateur? Et puis un autre effet, on parlait du temps perdu dans les embouteillages. Aujourd'hui, si on veut organiser la chaîne de transport, il faut être un peu incitatif, un peu coercitif parfois. Une des raisons pour lesquelles les gens abandonnent leur voiture au profit du covoiturage ou des transports en commun ou d'autres modes, c'est parce que le confort de la voiture est à mettre au regard du temps perdu dans les embouteillages. Mais dès lors que je suis dans un véhicule autonome, le rationnel est très différent puisque je peux travailler, je peux faire une réunion aujourd'hui en visio comme si j'étais en télétravail, je peux regarder mon film. Il n'y a plus d'inconvénient à faire 2 heures d'embouteillage dans mon véhicule autonome. C'est plus confortable que les transports en commun. Et ça peut amener à des changements de fonctionnement qui vont peut-être être assez différents. Et là aussi, ça va amener sans doute à des questions côté législateur, côté municipalité. Comment on organise les règles en zone dense, ce qui va être très différent de l'autoroute, des endroits où le véhicule autonome sera sans doute très pratique pour tout le monde. Mais dans un contexte de partage de l'espace, tout ce qui peut amener à mettre plus de voitures sur la route va sans doute poser d'autres interrogations. Et là, on n'est plus sur les sujets de technologie. Notre cœur de métier, aujourd'hui, on se concentre sur la mobilité à 4 roues. Par rapport à votre dernière question, et ce n'est que mon point de vue, mais je crois qu'on a un vrai sujet de partage de la voirie, de l'espace, et donc l'enjeu, c'est de pouvoir savoir comment est-ce qu'on met plus de monde dans les véhicules. Et donc moi je crois plus dans la navette autonome que dans la voiture autonome en tant que telle, pour des raisons évidentes de technologie, mais aussi pour notre enjeu de répondre tout simplement à des sujets de covoiturage, à des sujets de partage de l'espace. Et donc en tant que législateur, je serais plutôt dans cette dynamique d'encourager la navette autonome plutôt que la voiture autonome. Beaucoup de covoiturage maintenant, enfin de routes de covoiturage quand on est plusieurs dans une voiture, hein, et plus de monde dans les voitures, et c'est aussi dans l'habitat et le logement, des gens mieux, et peut-être plus avec la loi ZAN, on va être forcément obligé aussi, on est en cours de réflexion poussée sur beaucoup de choses. Voilà.